Donc, on va vous parler de l'éducation en Israël, Karine Barda qui va vous parler de tout ça. Je veux vous dire en quelques slides deux, trois points. Un, vous arrivez en Israël, pour ceux qui ne sont pas encore ici, dans une économie difficile mais florissante. Dans le sens, nous sommes en chômage 3% seulement. En France, vous n'êtes pas loin de 12%. Pour les moins de 26 ans, de 26%. En Israël, c'est 4,4, les moins de 26 ans. On a énormément d'investisseurs, d'accord? C'est une économie fondée sur le marché, libre, globalisée, tirée par la high-tech, mais il y a tout type de postes. Regardez ces chiffres que je vous ai mis du dernier rapport de l'OCDE qui paraît tous les 2 ans sur la croissance des pays 2026-2027. Sachez qu'un écart de 0,1% en plus ou en moins sur les chiffres que vous avez devant les yeux, en fonction de la taille des pays, c'est entre 10 000 à 100 000 emplois, en plus ou en moins. Donc regardez où est positionné Israël et euh, avec une confirmation en 2027, et on s'attend même peut-être mieux que ça par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je vous ai mis en dernière ligne pour comparatif un pays qui n'est pas de l'OCDE, la Chine. Ils sont en deçà d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous arrivez dans un pays où il y a du travail, il y a de l'emploi, il y a une croissance, on avance. D'accord? Ce slide-là, le troisième, et vous, on est d'accord que les slides, vous pouvez les voir, hein, un derrière l'autre. Oui? Oui, oui. Oui, parfait. Je veux juste m'assurer que ça tourne chez vous aussi. Vous avez quelques éléments par industrie, d'accord? Voilà. Je vous enverrai cela, hein. Ici, vous avez par lieu géographique les types d'emplois dominants, d'accord? Alors, bien sûr, vous voyez les 70%, les 25% dans tout ce qui est centre. Le centre en Israël, on va dire, c'est allez, pour le mettre large, de Hedera au nord à Guédéra au sud, d'accord? Et en plein milieu, il y a Tel Aviv. Donc, tout ça, c'est l'activité. Voilà. Alors, maintenant, trois slides sur Gvaim. Gvaim, c'est une association à but non lucratif qui est là depuis 20 ans, qui a aidé plus de 50 000 Olim. On est toute une équipe de professionnels, principalement à 95% sur l'emploi, la carrière. Notre objectif, c'est un, de préparer à la l'IA, deux, de faciliter à l'intégration lorsque vous êtes ici. D'accord? On vous donne les outils, les compétences pour faciliter toute cette logique-là. On fait ça en trois programmes. Ceux qui ne sont pas inscrits et qui sont encore en France ou dans un pays francophone, si vous êtes avec nous là en Zoom, voilà le programme clé de préparation de la LIA. Vous avez le QR code, je le laisse encore 2-3 secondes, mais sinon vous allez sur notre site web gvaim.org.il, je vais le mettre sur le chat, et vous vous inscrivez. C'est gratuit. Vous avez des experts personnalisés, vous avez des intro meetings, on vous donne plein d'informations pour vous préparer. Le deuxième programme, c'est un mini-programme de 6 heures qui s'appelle Un bon départ. On va parler CV, LinkedIn, contrat, salaire, les contacts en Israël, etc. Et on démarre la prochaine session le 4 mai. Je dis bien le 4 mai. Donc, pareil, vous pouvez vous inscrire. Pareil, vous allez sur notre site gvaim.org.il, nos services, et vous avez un bon départ. Vous vous enregistrez et quelqu'un va aller. Je ne peux pas ne pas vous parler de celui-là, mais en une seconde, c'est lorsque vous serez en Israël. Pour tous ceux qui sont académiques et qui parlent anglais, c'est un programme intense, ici en Israël, jusqu'à ce que vous trouviez un travail. On a des taux de réussite de l'ordre de 85% dans les 4 à 6 mois après avoir fait ce programme, des gens qui trouvent un travail dans leur domaine. Vous avez des mentors, on sort en entreprise, des heures RH, etc.
J'ai terminé. Alors, j'arrête de partager. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK. Comme je vous ai dit, je vais vous envoyer à la fin l'enregistrement et aussi cette présentation. Donc, j'arrête de partager et je passe la main à Karine. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, moi aussi, j'ai fait mon alia, mais il y a 35 ans. Je travaille au ministère de l'Éducation et en fait, je travaille dans l'intégration des Olim dans le système scolaire israélien. Et voilà, donc comme je parle français, j'essaye d'aider les Olim et d'expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, je vais moi aussi mettre Présentation. une présentation, voilà. Ce que je voudrais en fait, c'est que grâce à cette petite présentation, vous allez pouvoir comprendre le système israélien, comprendre ce qui vous attend. Maintenant, ce que je propose pour que ne pas perdre le fil, c'est de ne pas poser de questions personnelles. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez m'arrêter, il n'y a aucun problème si vous ne comprenez pas quelque chose. À la fin, je reste, je peux aussi donner mon numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, un peu plus personnel ou quelque chose euh, euh, dont je n'ai pas parlé. Ok, alors on commence. Moi, je commence par la fin en fait. Et ce que je voudrais, c'est vous donner une image, en une seule image, la différence entre le système scolaire israélien et le système scolaire français. La grande différence, elle est dans le but de l'éducation. Qu'est-ce que c'est l'éducation en France? Alors, je vous fais une citation, on va faire un petit peu de littérature. L'éducation, c'est la famille et qui la donne. L'instruction, c'est l'État. C'est-à-dire que dans la mentalité française, comme nous, on le voit depuis Israël, c'est l'école, c'est les bonnes notes et les bonnes manières. Ok. C'est-à-dire, c'est limité à de l'instruction. En Israël, je vous donne une autre citation, l'éducation c'est un moyen, le but c'est l'homme. C'est-à-dire que le but de l'éducation en Israël, ce n'est pas l'instruction. L'instruction, vous pouvez l'avoir dans beaucoup d'autres choses. C'est d'en faire un citoyen, un homme, un bon citoyen qui aime son pays, qui aime son prochain, qui respecte son prochain, qui respecte les différences, etc. Donc, une fois que vous avez compris ça en tête, et que vous allez voir que tout ce que je vais expliquer après comme différence découle en fait de ça, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre au début, ça va vous aider un petit peu à comprendre l'éducation en Israël. Donc, l'éducation en Israël a pour but l'homme d'en faire vraiment bon Israël. Alors, la première chose dont on va parler, c'est le choix des écoles et les inscriptions. En gros, donc je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, parce que j'ai des gens, enfin, tout ce que je dis maintenant, c'est en fonction des questions que les gens m'ont posées. Donc, en gros, les inscriptions se font à la mairie en fonction de votre adresse. Les municipalités sont responsables des inscriptions et il y a en général, c'est sectorisé, c'est-à-dire que vous devez arriver à la mairie avec une preuve de loyer ou bien un contrat ou bien une facture. Ensuite, par contre, vous pouvez choisir le courant religieux. Alors, il faut bien comprendre qu'en Israël, dans le public, vous avez plusieurs courants religieux dans le public, du laïque à l'orthodoxe. Ok. Dans le courant religieux, c'est votre droit de le choisir. C'est-à-dire que quand vous allez à la mairie, on va vous dire, votre enfant, il doit aller dans cette école parce que vous habitez à telle adresse, mais euh, on ne peut pas vous obliger à aller dans une école qui ne correspond pas à vos convictions religieuses. Ok. Alors, pour répondre à la question de monsieur à propos du circuit francophone, euh, il existe euh, dans le primaire, je ne veux pas en parler parce que ça ne correspond pas au ministère, ça ne fait pas partie du ministère de l'Éducation. Vous avez pour l'instant à Holon, Mikvé Israël, un circuit qui permet de continuer et d'avoir le bac de France de l'Académie de Lyon à partir de la seconde. Ok, vous avez, ça se passe à Mikvé Israël, vous avez un campus laïque et un campus religieux qui s'appelle Maïmonide, qui est en fait
comme si vous voulez une extension de l'école juive maïmonide de France. Donc c'est mixte, mais c'est religieux. Alors, en fait, pour qui c'est bien? Jusqu'en troisième, il n'y a aucun problème pour intégrer le système israélien. Il y a énormément d'aides et d'avantages. Première terminale, on conseille le système scolaire français. La seconde, c'est au cas par cas. C'est-à-dire que il faut avoir, pour intégrer le système scolaire en Israël, il faut avoir un petit peu de connaissance d'hébreu, pas forcément au niveau académique, mais ne pas être un vrai débutant, avoir une capacité d'adaptation, ok, parce qu'il faut, c'est un grand changement, et surtout, il faut une certaine motivation, c'est-à-dire qu'il faut que l'enfant veuille faire son alia. On a des familles où les enfants, à cet âge-là, un petit peu crise d'adolescence, sont un petit peu anti. Ils n'ont pas tellement envie de faire leur alia. Donc, les mettre dans un circuit francophone, ça aide des fois à leur faire avaler la pilule que de les jeter dans un système israélien qui est complètement différent. Donc voilà, ça c'est pour les enfants de seconde. Donc je répète, le circuit israélien en seconde, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, qui ont une motivation d'être dans un système israélien, qui ont une bonne capacité d'adaptation et qui sont contents de faire leur alia. Maintenant, à propos du redoublement, en Israël, ça n'existe pratiquement pas les redoublements. Ok? À 18 ans, en Israël, on a autre chose à faire que d'être à l'école. On a la vie, plein de choses à faire à 18 ans en Israël. Donc, d'après la loi en Israël, pour ça que j'ai demandé, vous avez vu quand on m'a demandé quelle classe, quelle gamme, on m'a demandé, j'ai demandé les années de naissance. Il y a un tableau. Chaque année de naissance correspond à une classe. Ok. Donc, en général, on ne fait pas redoubler. C'est vrai que en première et terminale, on permet le redoublement pour ceux qui préfèrent intégrer un système israélien. Ok. Donc, ça, maintenant, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Je ne peux pas dire à quelqu'un, il vaut mieux ça ou il vaut mieux ça. Comme je vous l'ai dit, c'est au cas par cas. Je peux vous expliquer les différences, mais c'est aux parents et aux enfants de prendre cette décision. OK? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir le courant religieux de votre choix. Donc, je vous ai fait un petit peu, si vous voulez, euh, un peu un dessin, un graphe. Donc, vous avez à gauche là les écoles d'État qui sont, ça veut dire quoi officiel d'État? Ça s'appelle le courant Mamlarti. Mamlarti, ça veut dire d'État. Ce sont les écoles qui sont ce qu'on appelle en France sous contrat. C'est-à-dire que le programme des études générales est celui du ministère. Ok. Il y a des inspections et au niveau de la formation des enseignants et au niveau des programmes et au niveau de l'argent aussi. C'est-à-dire que la somme est décidée même par la Knesset, si vous voulez. C'est la commission d'éducation qui décide combien d'argent peut prendre une école, peut prendre comme frais de scolarité. Donc tout est clair, tout est transparent, c'est inspecté, c'est du ministère. Ces trois courants ont le même programme d'études générales. Ok. Ils ont le même bac à la fin. Maintenant, dans le courant religieux dati, ce courant se divise dans certaines villes, dans certains quartiers, en deux niveaux. Ok. Vous avez dati et dati Torani. Je vais vous expliquer après dans la prochaine page. Vous aurez un tableau de toutes les comparaisons, donc je vais y revenir. Je passe à droite maintenant dans les écoles qui sont dites non officielles, dans les écoles qui sont des écoles privées qui ont reconnu, ça veut dire elles ont reçu, reconnu comme école, ça veut dire que les parents ne sont pas hors la loi s'ils ont leurs enfants dans cette école, mais elles sont complètement indépendantes. Elles reçoivent un budget de l'école, de l'État, ok, mais elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Vous avez dans ces écoles les écoles orthodoxes du courant Haridi. Ok. D'ailleurs, une partie du courant Haridi s'appelle le courant indépendant, c'est-à-dire qu'il reçoit de l'État un budget par enfant et il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que si l'État, maintenant quand je compare à gauche et à droite, si l'État a décidé, le ministère a décidé qu'on étudie 5 heures de maths par semaine,
Dans les écoles officielles d'État, tout le monde aura 5 heures par semaine. Dans les écoles non officielles, il y a des écoles qui donneront 5 heures de maths, mais il y a des écoles qui ne le feront pas, qui donneront qu'une heure et qui préféreront faire d'autres choses avec ces heures-là. OK? Donc, ça, c'est pour un choix. En général, on choisit le courant en fonction de ce qu'on est à la maison, en fonction de ses convictions. Si on est juste traditionnaliste, on ne va pas dans une école hyper orthodoxe. Et si on est orthodoxe, on ne va pas dans une école complètement laïque. OK? On essaye de garder. Alors, maintenant, on va voir le tableau. Alors, vous avez quatre colonnes, donc le courant laïque, le courant religieux un peu plus allégé, le courant religieux un peu plus évolué, et à droite, le courant hors contrat, ok, que j'ai appelé Atzmaï indépendant, qui n'est pas reconnu. Alors, dans le laïque, il n'y a pas d'études juives, il n'y a pas de prière. Ok, les études juives, il y a juste Bible qui est enseignée de façon littéraire, de façon philosophique, ok, pas au sens religieux, au sens culturel, philosophique. Les restrictions vestimentaires, alors vous voyez, ça augmente selon le courant de plus en plus religieux. Par exemple, dans le dati religieux, les filles doivent être en jupe et les garçons doivent avoir une kippa. Après, dans le Torani, c'est des manches plus longues, c'est les tzitzit pour les garçons. Et pour le Hatzmaï, après, c'est la jupe lissée bleu marine avec le chemisier. OK? Mix, donc, le laïque et le religieux light et mixte, cursus normal. Dans le courant orthodoxe, l'école s'arrête à la quatrième et après, les filles vont dans un séminaire et les garçons vont à la yeshiva. Certaines yeshivot, oui, font le bac, mais c'est pas automatique comme dans les autres courants. Ok. Alors, public au sens public, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est pratiquement gratuit et ça veut dire qu'on accepte tout le monde. Ok. Donc, dans les écoles semi-privées, il y a des frais en plus et il y a des écoles qui peuvent se permettre de ne pas accepter n'importe qui ou de mettre des restrictions comme par exemple, est-ce que la maman a la tête couverte ou est-ce qu'il n'y a pas de télé à la maison ou est-ce que vous avez un filtre sur Internet filtré à la maison. OK? Donc c'est ça ce que ça veut dire semi-privé. Et au niveau de l'argent et au niveau de on veut rester entre nous, on n'accepte pas tout le monde. OK? Donc, comme je vous ai dit, les trois courants de gauche ont le même programme d'études générales, donc ils ont le bac et le même bac. Euh, il peut y avoir une petite différence, par exemple en littérature ou dans le Torani, on n'étudie pas, on étudiera les contes de Rabbi Nachman et dans le laïc, on étudiera Madame Bovary. Okay, ça, c'est à ce niveau, mais ils auront un bac en littérature. Voilà. Alors, je continue. Une fois maintenant, on a donc parlé du choix des écoles et des courants religieux. Alors, qu'est-ce que les enfants, quand ils arrivent en Israël, ils reçoivent? Ok. Ils reçoivent des heures d'apprentissage d'hébreu. Ok. Donc, dans les écoles d'État publiques, quelle que soit l'école publique, à partir du premier enfant, nous, on donne des heures à l'école, minimum 6 heures par semaine. Ok. À partir du quatrième enfant dans l'école, les 6 heures deviennent 10, etc. Ça augmente en fonction du nombre d'enfants, mais le minimum que vous avez le droit de recevoir, c'est 6 heures par semaine. Les enfants reçoivent ensuite également des allègements, des ajustements jusqu'au bac. On leur dispense de certaines matières, ou on leur fait des contrôles un peu plus faciles, ou on les aide. C'est-à-dire, il y a un ajustement du moment où ils arrivent jusqu'au bac. Et enfin, la troisième chose, vous avez vu le tableau, une espèce de mini-bourse. OK? Alors ça, j'ai pris la photo d'une circulaire ministérielle. Aval, à peu près, pour la première année en Israël, alors je crois que je l'ai marqué, voilà. C'est à peu près 600 shekels pour le primaire, 900 shekels pour le collège et 1000 shekels pour le lycée. C'est une bourse qui arrive à peu près au mois de novembre. Et donc, quand vous arrivez pour payer l'école, j'ai dit c'est pratiquement gratuit, donc normalement c'est censé couvrir à peu près toute la scolarité.
l'école doit ou vous rembourser ou vous rendre les chèques que vous avez échelonnés. Mais en gros, l'école en Israël, c'est à peu près ce que ça coûte à l'année. OK? Voilà. Donc, la deuxième ligne, c'est la deuxième année, et la troisième ligne, c'est la troisième année en Israël. OK. Alors, l'apprentissage. La première année, on demande, donc il faut en fait faire un petit peu un switch dans sa tête. Je sais que vous venez, je connais, je vous ai dit que moi aussi j'ai fait mon alia il y a très longtemps. Je connais très bien le système scolaire français, le stress, les redoublements, les devoirs, la pression, le niveau. On n'a pas, c'est pas comme ça en Israël. Ok. La première année, les enfants on ne stresse pas et on met l'accent sur trois matières, l'hébreu, l'anglais et les maths. Pourquoi l'anglais et les maths? Parce que ce sont ce qu'on appelle des matières à spirale. À l'école, on parle de deux sortes de matières. Vous avez les matières à chapitre, par exemple l'histoire. Donc, si jamais la première année en Israël, les enfants, ils apprennent le Moyen Âge, mais au bac, on a interrogé sur la Shoah, c'est pas grave. Ok. Il a raté le Moyen Âge, c'est pas grave. Par contre, les matières à spirale sont des matières pour lesquelles chaque nouveau cours est basé sur des connaissances précédentes. Donc, on ne peut pas en maths résoudre des équations si on ne connaît pas sa table de multiplication, par exemple. Donc, il faut éviter la première année d'avoir des lacunes dans les matières à spirale. Donc, la première année, on met l'accent sur l'hébreu et les maths et l'anglais et on ne stresse pas pour les autres matières. Doucement, doucement, les enfants vont s'intégrer et commencer à entrer dans les cours, etc. et rattraper. La deuxième chose qui est très importante, et c'est vraiment une priorité pour nous en Israël, c'est l'épanouissement social de l'enfant. Pour moi, le plus important la première année, à part apprendre l'hébreu et éviter les lacunes, c'est qu'un enfant qui vient avec le sourire à l'école, qui est content d'arriver à l'école et qui s'est fait des copains qui parlent l'hébreu. Voilà, c'est pour moi. Donc, on invite des copains à la maison qui parlent hébreu. C'est la priorité la première année. On ne stresse pas les enfants. OK? On ne met pas de pression. On se soucie de leur épanouissement, de voir qu'ils vont à l'école avec le sourire, de bonne humeur, contents de retrouver leurs copains et qui se font des copains. OK? C'est là, par exemple, je peux vous dire, j'ai parlé des heures d'Ulpan tout à l'heure. On a fait des recherches. L'Université Tel Aviv a publié une énorme recherche sur les enfants en ligne. 80% de ce qu'un enfant sait en hébreu provient de l'environnement. Seulement 20% vient de l'Ulpan. C'est-à-dire que s'il a un épanouissement social, les mouvements de jeunesse, les activités extrascolaires, les copains de classe, il apprendra bien l'hébreu et c'est donc très important. Seulement après la première année, les années suivantes, on commence à le faire entrer un petit peu dans les cours et de rajouter tout doucement, un petit peu plus de suivi et de pression. Les devoirs. Ah, les devoirs. Alors, je connais le traumatisme des devoirs en France. Alors, en Israël, il n'y a pratiquement pas de devoirs. OK? Donc, la première année, on fait les devoirs que dans les trois matières, l'hébreu, l'anglais et les maths. Et les autres années, on commence aussi à faire les devoirs, mais il n'y a pas beaucoup de devoirs en Israël. OK? Donc, si l'enfant il revient et dit j'ai pas de devoirs, c'est pas, on stresse pas. OK? Alors, je vais vous expliquer maintenant encore d'autres différences entre les systèmes. OK? La première différence, c'est le cursus, qui est un tout petit peu différent en ce sens que le primaire comprend la sixième en Israël. OK? Donc, c'est une différence avec la France. Ensuite, vous avez le collège, c'est pareil, de la cinquième à la troisième, et le lycée de la seconde à la terminale. Dans le système orthodoxe Haredi, je vous avais dit, le primaire est jusqu'en quatrième, et le secondaire, séminaire ou yeshiva, est à partir de la troisième. OK? Il y a des villes où, en cinquième, on arrive dans une école pour 6 ans jusqu'en terminale, et il y a des villes comme par exemple Ra'anana,
où c'est plus, où la plupart des écoles ou Kfar Saba, vous avez un collège d'une part et un lycée dans une autre école, donc il y a encore un autre passage. Ok. Autre différence entre les systèmes, c'est la journée type. Alors, je vous ai mis la journée type en Israël. Ok. On a 2 heures de cours après la prière dans le système religieux. Ensuite, on a une grande récréation avec un repas. Et oui, en Israël, on mange le matin. Les enfants partent à l'école sans manger, ok, ou bien un peu de lait de cornflakes ou un petit biscuit. Tout le monde, à la récréation de 10 heures, tout le monde mange en Israël. Les enfants doivent venir avec leur boîte, avec un sandwich protéiné, thon, charcuterie, omelette, des fruits, des légumes. Donc, euh, c'est un pli à prendre. On a beaucoup de problèmes avec les petits aux lignes de France qui n'ont pas faim à 10 heures parce que maman leur a préparé un grand petit déjeuner et qui ont l'habitude de manger à midi. À midi, il y a une toute petite récréation. Donc après le repas, il y a encore 2 cours. Ensuite, une toute petite récréation où on peut manger un petit fruit, c'est tout. Et ensuite, 2 cours. Et comme vous le voyez, dans la plupart des écoles, on finit assez tôt. On étudie en Israël 6 jours par semaine, du dimanche au vendredi. Et donc, l'école finit un petit peu plus tôt. C'est seulement à 2 heures quand on rentre à la maison qu'on mange son repas de midi. Donc, c'est un petit peu décalé, c'est un petit peu, ça change un peu. Juste pour vous dire que quand les enfants en Israël n'ont pas bien mangé leur petit 10 heures, à midi, ils tournent de l'œil. Et quand un enfant, il a faim, ou il est hyperactif, ou il dort, mais il n'arrive plus à travailler. Donc voilà, c'est un petit pli à prendre, faire les sandwichs, c'est pas facile non plus, etc. Mais à la fin, on y arrive et on espère que ce ne sera que les seuls problèmes. Voilà. L'uniforme. Alors, dans la plupart des écoles, 90% des écoles, il faut venir à l'école avec un t-shirt qui porte le logo de l'école. Donc, dans n'importe quel magasin ou des grandes chaînes de magasins de vêtements basiques, vous allez, vous demandez, vous donnez l'école et on imprime les t-shirts. Il faut toujours acheter des t-shirts blancs parce que dans certaines écoles à Roche-Rodèche, on doit venir en blanc. Quand il y a des cérémonies, on doit venir en blanc. Il y a souvent des exigences de venir avec un t-shirt blanc, donc il faut en avoir toujours un propre euh, dans l'armoire. Voilà, donc ça c'est l'uniforme pour la plupart des écoles. Une autre différence entre la France et Israël, ce sont les notes. Alors, les notes sont sur 100 en Israël. Mais c'est pas pour ça que je vous dis qu'il y a une différence, parce que ça, c'est vraiment euh, pas très important. Ce qui compte, c'est la valeur de la note. En France, la note est sacro-sainte. La note est compétitive. La note est un classement. Je reçois des all je vois qu'ils ont dans leur bulletin scolaire combien a reçu le plus dans la classe, combien a reçu le moins, combien il a reçu. Je veux dire, il est toujours comparé par rapport aux autres. Donc en Israël, on ne fait pas tellement, on ne donne pas tellement d'importance à la note parce que on regarde l'avancée des enfants, les efforts qu'ils ont fournis, d'où ils viennent, où ils sont arrivés. Il n'y a jamais de comparaison. Retenez bien ça. C'est une grande différence entre les deux systèmes. En France et dans d'autres pays, en France, tout est concours. Pour rentrer à la police, c'est un concours. Pour entrer dans l'enseignement, c'est un concours. Pour être infirmière, c'est un concours. Il faut être meilleur que les autres. En Israël, on pousse les enfants à être meilleurs qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque enfant va être poussé à pousser ses propres limites. C'est ça qu'on veut. Ok. Donc, vous voyez la différence entre les systèmes. Donc, quand par exemple un enfant va avoir une note moyenne, on ne va pas le regarder par rapport aux autres, on va le comparer par rapport à ses efforts et par rapport à la note qu'il a eue avant et ce qu'il a avancé, c'est ça le plus important. OK? Pareil, euh, il y a des demi-groupes, donc dans les matières à spirale, il y a des demi-groupes qui permettent aux enfants d'améliorer leurs notes et d'avoir un cours à leur niveau et d'améliorer. Donc, il n'y a pas d'histoire de niveau. Ok. Il y a un enfant qui doit avancer, se surpasser
Et voilà, c'est le système des notes en Israël. Et dans les petites classes, on ne donne pas de notes pour ne pas les traumatiser. Voilà. OK. Et encore une petite différence que j'ai rajoutée là en bas, l'accent est mis sur la performance et non sur les connaissances. OK? Vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, la différence, l'instruction, les connaissances, les connaissances. En Israël, je ne veux pas, je n'ai pas besoin qu'un enfant ait des connaissances, je veux qu'il sache faire des choses avec ses connaissances. Je veux voir une performance. Je veux voir qu'il arrive à faire des choses avec les connaissances. Donc, on ne se contente pas uniquement de réciter des choses par cœur et d'avoir des connaissances. On veut voir des enfants qui arrivent à faire des choses. Et pourquoi c'est important? C'est que les enfants, ils ne vont pas être évalués seulement sur leurs résultats scolaires. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui est très bon en sport ou très bon en dessin, il va être aussi euh, évalué à sa juste valeur, même si dans les matières en maths, il n'a pas des très bonnes notes, mais il arrive à avoir des performances dans d'autres matières. Et c'est ça qui est important et qui va donner confiance à l'enfant. Autre différence entre le système, entre la France et Israël, c'est l'année scolaire. Alors, vous voyez, on a 210 jours d'école, 6 jours par semaine dans le primaire, par rapport à 170, je crois, en France, quelque chose comme ça. Il y a très peu de vacances. Et je sais qu'on a souvent des problèmes avec les Olympiques de France qui prennent des billets, des mariages, des sports d'hiver, etc., qui ratent beaucoup l'école. Donc, il faut prendre connaissance du calendrier des vacances depuis le début de l'année. Ok, vous voyez, les vacances en Israël sont calquées sur les fêtes juives et c'est tout. Il n'y a pas de vacances de printemps, d'hiver, de ski, etc. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah, donc vous avez la journée d'avant. Il y a à Kippour, c'est un jour, la journée d'avant. Sukkot, c'est une semaine. Hanouka, c'est une semaine. Purim, 1 ou 2 jours. Pessah, 2 semaines. Et Yom Ha'atzmaut, un jour, Shavuot, 2 jours, et c'est fini. OK? Voilà. Il y a des journées spéciales où il y a école. OK? Hier, on a eu le jour de la Shoah, par exemple. Il y a des cérémonies, donc on vient avec un t-shirt blanc. Et il y a des cérémonies, on étudie autour du thème de la journée spéciale, mais on a école. OK? Donc, l'école est du 1er septembre au 30 juin, avec très peu de vacances comme je vous l'ai dit. Le secondaire termine le 20 juin et le primaire termine le 30 juin. OK. Alors là, maintenant, je vous montre une photo. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit dans la photo? On voit des enfants qui nettoient. Et ce que je vais vous dire pour vous choquer encore plus, c'est que ça se passe sur le compte d'un cours de maths. Voilà l'éducation en Israël. Comme je vous l'ai dit, le but étant l'homme, il y a énormément d'activités d'éducation informelle dans le système scolaire israélien. Et j'ai décidé de montrer cette photo après, bon, ça fait plusieurs années que je fais ça, mais que je me rappelle d'une maman qui m'a appelée complètement paniquée. C'est quoi cette école? Son fils, il est rentré de l'école et comme maman de France, la première question qu'elle va lui poser, c'est est-ce que tu as des devoirs? Et le petit de répondre, non, on n'a rien fait aujourd'hui, on a nettoyé la plage. Ok. Donc, la maman, mais c'est quoi cette école? Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on voit dans cette photo énormément de valeurs. C'est la semaine de l'écologie. Les enfants ont eu des conférences sur la pollution, ils ont eu des ateliers sur le recyclage et ils sont partis nettoyer. Un enfant qui nettoie, c'est un enfant qui va moins salir, c'est un enfant qui aime sa terre, qui aime son pays. Il y a dans cette photo de la solidarité, c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe. Nous, on voit énormément de valeurs dans cette photo. Quand on vient de France, on dit c'est une perte de temps. Ils ne sont pas entre quatre murs avec un professeur en train de faire des mains. Alors, il faut faire un petit switch dans sa tête. Et encore la semaine dernière, il y a encore une maman qui m'a téléphoné, qui me dit, oh là là, il y a plein de cours qui s'annulent, ils sont encore en train d'aller faire du volontariat, des activités, etc. Mais c'est quoi cette école? Alors, c'est comme ça en Israël. Finalement, ça marche. OK? Vous savez, on a quand même le plus haut taux d'ingénieurs de l'OCDE par tête de pipe. On a quand même pas mal de petites inventions de start-up. Donc, en gros, ça marche. OK?
Mais il faut comprendre, voilà, quand je vous ai dit que c'est l'homme, ça se résume donc dans cette photo. Les enfants ont quitté l'école pour aller nettoyer la forêt ou la plage. Alors, l'éducation informelle, comme je vous ai dit, elle est très importante en Israël parce que quand le but, c'est l'homme, comme je vous l'ai dit au début, on veut quelqu'un qui travaille, qui a des compétences de responsabilité, de citoyenneté, de tolérance, qui sait prendre une décision, par exemple. Si par exemple on lui dit de choisir ça ou ça, c'est faire un choix, c'est un processus dans la tête qui demande une certaine sagesse et on apprend aux enfants à prendre des choix, par exemple, et avoir aussi un sentiment d'appartenance. Donc, je ne vais pas m'étaler sur l'éducation informelle, mais vous avez compris qu'elle a une place très importante dans l'éducation en Israël. Il y a des cours dans l'emploi du temps d'aptitude au sein de l'école, ok. Et il y a également de l'engagement communautaire. On ne peut pas appeler ça du volontariat parce que c'est obligatoire, mais les enfants sont obligés de faire du volontariat et, comme je vous l'ai dit, d'aider les prochains. Et donc ça, c'est les avantages de l'éducation informelle. Autre différence entre la France et Israël, c'est qu'il y a en Israël des gens dans l'école qui n'existent pas en France, que vous devez connaître. Ok. Donc, vous avez dans le primaire comme dans le secondaire des directeurs, des sous-directeurs. Vous avez un responsable de toute la promotion, c'est-à-dire que s'il y a 6 classes de cinquième, vous avez quelqu'un qui va centraliser toutes les classes de cinquième. Et vous avez quelqu'un qui s'appelle le prof principal. Le prof principal en hébreu, ça s'appelle l'éducateur. Ça n'a aucun rapport avec le prof principal en France. C'est quelqu'un qui connaît votre enfant, qui va le prendre entre quatre yeux pour discuter, qui veut tout savoir sur lui, qui veut l'aider, qui le connaît parfaitement. Ok. C'est pas quelqu'un qui va juste remplir son dossier, qui va juste remplir des notes ou lui donner des circulaires à faire signer. C'est vraiment quelqu'un, c'est votre contact. C'est quelqu'un avec qui vous allez être en contact en WhatsApp. Vous avez son nom, son numéro de téléphone et vous pouvez vous adresser au mécaner presque, enfin, je ne dirais pas 24 heures sur 24, mais à tout moment, sans aucun problème. OK? Donc, vous avez dans l'école des responsables qui s'appellent RACAS, ça veut dire quelqu'un qui centralise quelque chose. Ça peut être le RACAS des Olim dans l'école, ça peut être le RACAS des excursions et ça peut être le RACAS du volontariat. Vous avez une autre personne dans l'école qui est très importante qui s'appelle la Yoetzet. Yoetz, si c'est un homme, en général, Yoetzet, si c'est une femme. La Yoetzet a pour rôle dans l'école du bien-être de votre enfant. C'est-à-dire que s'il y a du racisme dans l'école, s'il y a du harcèlement dans l'école, s'il y a un problème social dans l'école, c'est la Yoetzet qui s'en occupe. En général, il y en a une par tranche de classe, ok, une pour les cinquièmes, une pour les quatrièmes. Elle connaît chaque enfant, elle connaît chaque problème, le moindre problème dans la famille. Quelqu'un qui est malade, des parents qui divorcent, une grand-mère qui est décédée, euh, ou même des choses bien. Chaque chose, un papa qui est en Milouim depuis longtemps, chaque chose, vous pouvez en parler à la Yoetzet. Donc, vous avez, pourquoi je vous montre cet organigramme? Pour vous montrer que l'école, c'est pas seulement l'instruction, c'est pas des gens qui sont là pour enseigner et qui s'en vont, ce sont des gens qui se soucient aussi du bien-être de votre enfant et vous avez toujours à qui vous adresser. Vous pouvez vous adresser au prof principal, à la Yoetzet, au RACAT. Vous avez, avant d'arriver au directeur, vous avez beaucoup de gens qui sont là pour vous aider et il ne faut rien cacher et n'hésitez pas à partager tout ce qui vous tracasse et tous les petits problèmes que vous avez. Ils sont là pour vous aider. Alors, la discipline, et on finit bientôt. Alors, elle est complètement différente en Israël. Ok. J'ai entendu des parents qui sont venus visiter des écoles, ils sont partis en courant. C'est quoi ce... hein. Alors, il y a du bruit, ça rentre, ça sort, etc. Parce que l'éducation en Israël, elle est, comme je vous l'ai dit, différente. Il n'y a pas beaucoup de surveillance et d'interdiction parce que le système israélien
veut éduquer l'enfant à la prise de responsabilité. C'est-à-dire qu'un enfant euh, euh, ne va pas faire des choses parce qu'il a été responsabilisé. Je donne un exemple, OK? Vous avez les élèves de sixième le matin aux abords des écoles qui ont un gilet jaune et un petit panneau avec un stop et qui font traverser les enfants dans les carrefours attenant aux écoles. OK? Imaginez un petit de sixième qui arrive à 7h30 du matin à l'école avant tout le monde, qui met son gilet jaune et qui se met au carrefour et qui arrête les voitures. OK. Donc, un enfant qui fait ça en sixième, c'est après, quand il va être conducteur à son tour, quand il va arriver près d'une école, il va ralentir, il va faire attention. Donc, ça, c'est le système israélien. On responsabilise sans arrêt les enfants et donc, il y a moins de discipline parce qu'on part du principe qu'ils vont apprendre sur le tas et apprendre par responsabilisation. Pareil pour la punition. Euh, c'est pas la punition comme à la française, il y a une réflexion à faire lors de la punition. Ok. Il y a un travail de réflexion, d'introspection, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi c'est pas bien. Même parfois, ils doivent l'écrire, ils doivent l'expliquer, ils doivent s'excuser, etc. Donc, c'est complètement différent. Ça peut paraître un petit peu plus lâche, mais c'est autre chose. Ok. Par contre, à la maison, et là j'en viens à parler du rôle des parents, on garde bien sûr sa discipline et ses habitudes, c'est votre autorité à la maison, elle doit le rester comme vous avez éduqué vos enfants en France. Si votre enfant vous dit, mais tous mes copains ils sortent jusqu'à minuit et toi tu bois, on ne se laisse pas faire, vous continuez à garder votre discipline. Le rôle des parents, je vais vous expliquer. En Israël, il est aussi un petit peu différent. Pourquoi? Justement à cause de cette discipline qui est un peu plus lâche. Ok. En Israël, l'école, les parents et les enfants sont un triangle. Ok. Et quand les parents ne comprennent pas très bien ce qui se passe à l'école, ne comprennent pas très bien le système, les enfants vont chercher la faille et raconter à leurs parents j'ai pas de devoir, on n'a rien fait aujourd'hui, il n'y a pas école, demain je commence à midi, etc. Donc c'est très très important que les enfants se sentent cernés et sentent que entre les parents et les profs, il y a une communication. Même si au début c'est un petit peu difficile avec la langue. Je vous ai dit, le prof principal, le mécaner, vous avez son WhatsApp, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On n'attend pas la réunion de parents d'élèves 2 fois par an pour savoir ce qui se passe. On est tout le temps en contact et il faut absolument que les enfants se sentent que vous êtes en contact avec l'école et qu'ils ne peuvent pas trouver la fac. Donc, voilà. Donc ça, c'était pour les grandes différences. Au niveau des enfants qui ont des besoins spéciaux. Alors, qu'est-ce que j'appelle besoins spéciaux? Et on va finir sur ça. Besoins spéciaux, les enfants donc de l'éducation spécialisée, les enfants qui ont des troubles comme dysgraphie, etc., dyscalcul, etc. Vous avez, et aussi les surdoués. On les met aussi dans l'éducation. Ils ont aussi des besoins spéciaux. Ok. Donc, c'est un petit peu différent en Israël. Si jamais, en gros, je vous explique en gros, pour l'éducation spécialisée et les 10, il faut faire une commission à la mairie, au service d'éducation de la mairie, et présenter tous les bilans. Et la mairie va vous donner ou bien une AVS, ou bien vous proposer une école d'éducation spécialisée, etc. Vous proposez les différentes possibilités. Ça se passe à la mairie de votre ville, au service éducation. Pour les surdoués, surdoués en Israël, ça veut dire autre chose. On saute pas de classe. Je vous ai dit, il y a un tableau avec les années de naissance et les classes, mais on va prendre les enfants un jour par semaine dans un centre de surdoués et élargir leurs connaissances. On va partir du principe que s'ils ratent l'école, un jour, ils le rattraperont très facilement et on va leur enseigner plein de domaines jusqu'à ce que chacun y trouve dans quel domaine il est spécialement doué, etc. Donc, il y a un examen
espèce de psychométrique pour être reconnu comme enfant surdoué et rentrer après dans un programme. Donc, ça, c'est pour les petites classes. À partir de la troisième, les enfants surdoués peuvent suivre un parcours à l'université, commencer une licence et finir leur terminale avec une licence. Voilà, ça c'est en gros pour les besoins spéciaux. Euh, je finis avec le bac, puisque c'est le dernier examen. Ça, ce sont les matières euh, du bac. Donc, je vais commencer par les matières orange, qui sont des matières internes, c'est l'école qui donne la note. La matière verte, c'est la spécialité. C'est ce qu'on appelle 5 iridot, ça veut dire, c'est comme si on disait un petit peu coefficient 5. Donc, chaque enfant doit choisir une spécialité au moins. Elle peut être scientifique, physique, chimie, informatique, biologie. Elle peut être littéraire. Ça peut être une langue aussi, comme le français, l'espagnol. Ça peut être le théâtre, ça peut être même la littérature. Les sciences sociales, ça peut être la sociologie, la psychologie. Ça peut être technologique, comme électronique ou architecture. Et ça peut être une matière de codège, comme la Gemara ou la Bible. Ensuite, vous avez les matières bleues obligatoires fixes. Ce sont les matières où ceux qui sont au LIM ont un questionnaire plus facile. Ce sont les matières où il y a beaucoup d'hébreu. Donc, quand on est au lait, on peut avoir un examen plus facile dans ces matières et ça n'est pas écrit sur le diplôme du bac. Avoir du temps en plus, avoir la lecture du questionnaire, etc. Les maths et l'anglais sont des matières à coefficient variable. C'est-à-dire que pour valider son bac, il faut avoir fait au moins coefficient 3. Si on veut après aller à l'université, il faut avoir fait 4 ou 5. Pour entrer au Technion, il faut avoir fait 5 iridotes en maths. Et pour valider son bac, 3, ça suffit. Seulement voilà, rien n'est fatal dans le bac israélien. Tout est modulable et tout est rattrapable. C'est-à-dire que chaque module est indépendant. Si jamais votre enfant a fait que 3 iridotes en maths, c'est pas ça qui va l'empêcher de faire après ingénieur ou médecine. Il peut, après le bac, rattraper juste les 2 petits modules qui manquent. Ok, donc chaque matière est indépendante, rattrapable, améliorable, etc. Ok, donc il y a beaucoup moins de stress. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour, comme je vous l'ai dit, et je finis donc parce que j'ai dit au début, à 18 ans, on a autre chose à faire que de rester à l'école. Donc on quitte l'école avec son panier de matières qu'on a terminé. Si on n'a pas tout terminé pour valider le bac, on peut compléter juste ce qui manque. Okay, donc, on ne rate pas son bac en Israël, on complète le bac qu'on n'a pas fini. Voilà. Ça, c'est donc euh, juste pour vous dire que l'intégration, nous, ce qu'on demande aux enseignants, c'est l'apprentissage pour une bonne intégration, l'apprentissage de l'hébreu, des méthodes de travail à l'israélienne, une intégration sociale et une intégration culturelle. Voilà les 3 phases de l'intégration qui sont la base d'une bonne réussite en Israël. Voilà. Je pense que, j'ai un petit contrôle, parce que je suis prof quand même, donc je vous ai fait un petit contrôle. Donc, euh, partager avec ses enfants ses questions, hésitations sur le système scolaire israélien, non. Faites attention, quand vous dites comme la maman dont je vous ai parlé, c'est quoi cette école, c'est quoi cette école, ça fait baisser la motivation des enfants. Donc, on parle avec le corps enseignant, mais on évite de le faire devant les enfants. On montre sa confiance dans l'école et dans le système israélien. Comme vous avez vu, c'est complètement différent, mais ça marche. Le suivi régulier, comme je vous ai dit, on n'attend pas la réunion parents d'élèves, on n'hésite pas à envoyer des messages au prof principal et on reste ouvert au changement de vision de l'éducation. On ne donne pas forcément plus de liberté aux enfants, même si ça a l'air d'être beaucoup plus libre. On garde à la maison ce dont on a l'habitude. On invite des copains qui parlent hébreu à la maison. Et s'il y a une excursion et que votre enfant vous dit, je ne veux pas aller à l'école, on ne fait rien, on l'envoie avec un coup de pied au derrière à l'école parce que c'est beaucoup plus important que de rater un cours de maths. Ils verront à cette excursion, à cette sortie, des choses qu'ils ne verront pas avec vous. Ils se lieront d'amitié avec des enfants, ils apprendront des choses et on arrivera à
obtenir le but de l'éducation en Israël, d'en faire un, un bon citoyen. Je finis par un article. Voilà. L'éducation israélienne intrigue les grandes puissances asiatiques. Comment toutes ces libertés, tout, tout ce bazar qu'on entend dans l'école, cette chutzpah, vous savez, ce culot qu'on permet aux enfants, finalement, ça marche, ok? Les pays asiatiques sont les pays où le taux de suicide des enfants est le plus élevé dans le monde à cause de la pression scolaire. Donc voilà, je vous laisse lire si vous voulez quelques minutes, mais je peux vous l'envoyer aussi. C'était dans un congrès sur l'éducation internationale à Paris. Et justement, les Israéliens sont montés à la tribune et ont parlé du système et les Asiatiques étaient complètement émerveillés. La guerre aussi. Il s'avère que malgré tout, ça donne aux enfants une résilience qui leur permet finalement de retomber sur leurs pieds et de, voilà, c'est marqué ensuite par la suite, une certaine flexibilité, une compétence émotionnelle, etc., qui permet aux enfants de bien réussir. Donc, c'est différent, mais ça marche. C'était le message euh, du jour. Voilà. Si vous avez des questions, oui, oui, ouvrez votre micro, hein, Voilà, monsieur. j'ai une question justement. Les enfants finissent à 14 heures l'école. Oui. Donc, bon, ensuite, ils rentrent à la maison, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des activités? Il y a tout un monde associatif Alors, qui est autour parce que bien sûr, bien sûr. j'imagine Vous que le avez, but, c'est pas qu'ils rentrent à la maison et qu'ils alors, attendent. c'est même très important et recommandé. Ok, vous avez dans chaque quartier un bâtiment qui s'appelle Matnas, qui est un centre associatif, culturel, etc., où il y a des classes et dans chaque classe, il y a une activité. Donc, il y a tous les sports, ça dépend des quartiers, judo, escrime, etc. Vous avez la danse, vous avez les maquettes, vous avez euh, la flûte, la guitare, le ping-pong, le hip-hop, enfin, il y a dans chaque matelas, il y a un éventail d'activités qui sont proposées. Et vous avez aussi les mouvements de jeunesse qui sont fortement conseillés, c'est très très important. Vous savez, 95% des pilotes de chasse israéliens étaient dans un mouvement de jeunesse. Voilà, Ouais. si ça peut vous dire comment ça développe la personnalité et la résilience. Donc, Ça crée l'esprit de corps. il y a des réponses l'après-midi. Maintenant, dans les écoles religieuses, il y a plus de codesh, donc la journée est plus longue. Bonjour, moi j'ai une petite question. Mon mari a visité une école et on leur a dit qu'à partir du primaire, il fallait choisir une activité manuelle, ordinateur, construction et tout. Non. Je sais pas de quelle école il s'agit. Ordinateur, c'est pas manuel. Donc, D'après ce qu'il a compris, c'était de l'IA qu'il fallait construire quelque chose. On construisait. au primaire, Oui. mais c'est obligatoire. Je n'ai pas compris la question. Bah, est-ce que c'est vrai ou pas? Et si oui, c'était, on lui a parlé de apprendre à construire pour un ordinateur, construire des meubles et tout. Et je voulais être sûre que c'était bien en primaire qu'on faisait ça. Aucune idée. D'accord. Aucune idée. J'ai jamais entendu ça, mais Ok. Est-ce que vous pourriez Merci. repasser la deuxième page de l'article? J'ai pas eu le temps de la voir sur l'éducation israélienne. oui. Léon, il y a une possibilité d'envoyer la présentation aux gens? Ok. Alors, vous êtes inscrit avec un mail? Oui, oui, oui. Je l'envoie à Léon et il vous l'envoie en mail avec plaisir. Génial, merci. Oui, je vais l'envoyer, hein. Tu me l'enverras et je rajouterai l'enregistrement vidéo qu'on a et la petite présentation du début. Vous aurez tout. Super. Oui, donc Bonsoir, en fait, l'école va éduquer et c'est à la maison qu'on élève l'enfant. Il y a l'éducation. Intellectuelle, émotionnelle, c'est l'école, et l'éducation civile, Voilà. voilà, c'est les valeurs de la maison, c'est aux parents. Bah, c'est normal, c'est ce qu'on veut tous, hein. Voilà. En gros, les bonnes notes et les bonnes manières, on oublie.
Bonjour. En général, Bon, ils sont combien dans les classes? Euh, je parle avec elle. maximum 30, entre 25 et 30. D'accord. Bonsoir, j'ai une petite question. Concernant les écoles spécialisées, les écoles pour des enfants atypiques, est-ce que, il y en a dans toutes les villes? Oui. Il y en a dans tout. Alors, encore une fois, pour les besoins spéciaux, les enfants qui sont en éducation, il y a trois possibilités pour l'éducation spécialisée. Il y a ou une classe normale avec une AVS, ou une classe spécialisée dans une école normale, ou bien une école spécialisée. Maintenant, on ne peut pas comparer un enfant qui a un handicap avec un enfant, par exemple, qui est autiste. Donc, la mairie, comme je vous ai dit, il faut aller à la mairie, demander une commission, et la mairie va envoyer l'enfant là où c'est le mieux pour lui. Ça peut arriver que vous avez des villes qui sont collées. Vous avez Holon, Batiam qui sont collées. Ok. Donc les villes font un accord. La ville de Batiam prend les enfants qui ont tel problème et la ville de Holon prend les enfants qui ont tel problème. Et il y a, à partir du moment où c'est la mairie qui vous envoie dans cette école, vous avez le ramassage scolaire qui est compris. À partir du moment où la mairie vous envoie un peu plus loin, c'est pris en charge. D'accord, mais attendez, j'avais une question. Pour faire passer une commission, il faut avoir un numéro Théodate-Zéhout. Si je veux demander, par exemple, pour la rentrée, que j'ai cru comprendre en parlant avec quelqu'un d'Israël, elle m'a dit, ah non, non, ça y est, les dates sont déjà bouclées. Alors, Tout le monde est pas. regardez, on reçoit des Olim tous les jours. Oui. Ok? Je ne sais pas si vous savez, la semaine prochaine, on reçoit 250 Olim de Manipur, d'Inde, les Bnei Ménaché. Ah, bravo. En janvier, on reçoit les Olim en dessous de l'équateur, ça veut dire d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, etc. Donc, on reçoit des Olim tout le temps. Donc, les Hmm. mairies savent que dès qu'il y a des Olim qui arrivent, on doit faire une commission spéciale. Les commissions, c'est maintenant, c'est vrai, mais c'est pour les enfants qui sont là. OK? Il y a toujours des commissions spéciales pour les Olim. Mhm. Ce qu'il faut, si vous avez besoin d'une commission, Mhm. c'est d'essayer de vous renseigner avec les coordinateurs d'ALIA, qu'est-ce que la mairie demande comme document et Mhm. qu'est-ce qu'il faut traduire et dans quelle langue et par qui. Ok, c'est-à-dire, ça ne suffit pas de prendre un bilan et de le traduire en intelligence artificielle. Ça peut être une exigence que c'est un psychiatre ou un psychologue qui a traduit. Ok, et est-ce que, voilà, donc ce qu'il faut, c'est se renseigner. Qu'est-ce Ça, qu'il il faut une traduction agréée à s'inventer. Pas forcément. Justement, il faut demander. En général, non, Ah. mais il faut vérifier qu'est-ce qu'il faut apporter à cette commission pour pouvoir gagner du temps. Pour l'instant, on ne peut pas prendre de rendez-vous ou quoi que ce soit tant qu'on n'a pas le numéro Non. Théodate-Zéhout. D'accord. Karine, tu as une question sur le chat. Est-ce que les centres d'activité des après-midi de Saronne sont gratuits ou payants? Alors, non. Alors, Tsaharon, c'est le rallongement de la journée. OK? Ce n'est pas les activités. Par exemple, le GAN de 3 à 6 ans finit à 14 heures. C'est gratuit jusqu'à 14 heures. Pour allonger la journée jusqu'à 17 heures, c'est payant. C'est payant en fonction, comme c'est régi par les mairies, c'est payant en fonction des villes. Je ne peux pas vous dire de prix. OK? Maintenant, ce Tsaharon, donc Tsaharon, c'est le rallongement de la journée. Là où les enfants sont à l'école, ça veut dire ils restent à l'école, c'est une équipe qui change et ils ont un rallongement de la journée avec un repas chaud. Le Tsaharon devient aussi matin quand il y a des congés scolaires. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez vu à Pessah il y a 2 semaines, donc il y a une semaine de vacances avant la fête, pendant cette semaine, le Tsaharon remplace l'école. Les activités du matnas, ce qu'on appelle Roug, la danse, la guitare, le judo et les patins à roulettes, c'est autre chose. C'est pour les enfants qui ont fini l'école à 14 heures. Ça commence à partir de 16 heures. Donc, ils rentrent à la maison, ils mangent, ils se reposent, etc. À 16 heures, ils repartent aux activités dans le matnas, aux activités extrascolaires. OK? En général, le Tsaharon est subventionné par l'État jusqu'au, je crois, CE2. CE2. Et À il faut partir aussi- du CM1, les enfants n'ont plus de cadre. À partir du CM1 en Israël, on rentre tout seul à la maison.
OK? Ça peut paraître un Important. petit peu bizarre quand on vient de France, mais sinon, on peut toujours, il y a toutes les mamans travaillent en Israël. Vous avez vu comme Léon a donné des, des statistiques au début. La plupart des mamans travaillent en Israël. Et il y a toujours des solutions en payant un petit peu, en s'arrangeant entre mamans, une voisine. Il y a des femmes qui sortent les enfants des écoles et qui les gardent. Il y a toujours une solution. Je voudrais Karen, ajouter, je voudrais ajouter, s'il vous plaît, que dans les Tsaharonim, ben, il faut savoir que c'est jusqu'à 4h30. Ça inclut le repas, OK, à midi. Et des fois, ils ont des activités 2 fois par semaine. Ils ont des activités dans ces horaires-là, des extras. Ça veut dire où ils peuvent faire les devoirs ou même des cours comme ça peut être la musique ou le sport. Donc, c'est un arrangement, mais c'est avec des petites activités quand même qu'ils ont 2 fois par semaine dans le cadre de cette heure-là, de 13h30 à 16h30. OK? Donc, voilà. Karine, deux questions du Oui. chat. J'ai entendu parler du programme Yael. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est est-ce que tout ce que tu as présenté, les différents types d'écoles, laïques, Dati, Mamlarti, il y en a dans chaque ville ou est-ce qu'il faut, en fonction du choix qu'on va vouloir faire, d'aller dans la ville qui convient? Alors, il y en a dans chaque ville et dans chaque quartier. OK? Parfait. Pas de problème. Donc ça, il y a de tout partout. OK? Et on conseille justement de rester. Il y a une famille qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui habitait dans une ville et qui voulait aller dans une école dans une autre ville. Alors sur la carte, ça paraît 20 minutes. Le matin, c'est les bouchons, c'est pas 20 minutes, c'est au moins le double. Et les enfants, alors c'est un stress, ça rajoute énormément de stress et les enfants n'ont pas de copains non plus de quartier. Ça veut dire il y a un anniversaire, il faut les amener, il a oublié son goûter, il faut les amener. C'est vraiment un stress. On conseille vraiment d'être le plus proche possible de la maison. Ça rajoute beaucoup en tant que qualité de vie. Le programme Yael. Le programme Yael, c'est un programme qui n'est pas du ministère de l'Éducation, qui est du ministère de l'Intégration. OK? C'est un programme de rallongement de la journée de 2 heures avec une petite collation 3 fois par semaine. 6 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures, où les enfants qui sont à l'école restent à l'école 2 heures de plus et reçoivent un petit repas chaud. Qu'est-ce qu'ils font pendant ces 2 heures? Donc, ce n'est pas pour les enfants qui viennent vraiment d'arriver, ils ont de l'aide aux devoirs, ok? Un peu de rattrapage et de l'aide aux devoirs. C'est le ministère de l'intégration qui décide dans quelle ville et dans quelle école il y aura le programme IAL. Je ne peux pas vous dire maintenant si dans telle ville ou dans telle école il y aura le programme IAL. OK? Je ne peux absolument pas le savoir à l'avance puisque ce n'est pas de notre ministère, ce sont leurs critères. OK? Donc, quelqu'un a écrit, là j'ai vu dans le chat, est-ce qu'on peut cumuler Tsaron et IAL? Non, parce que c'est ou l'un ou l'autre. Mais en général, Tsaharon, c'est plus pour les petits, donc GAN, CP, CE1, CE2, et à partir du CM1, c'est plutôt IAL. On va faire trois autres dernières questions. Olivier. Oui, moi j'ai une question. Alors, c'est aussi la même chose. J'ai vu, bon, alors moi personnellement, mes enfants sont en école juive, donc ils ont des vacances uniquement pendant les fêtes juives. Ça ne va pas leur changer grand-chose. En revanche, j'ai vu qu'il y avait 2 mois de vacances en été. Est-ce Oui. que justement les centres d'activité sont toujours ouverts en été ou il faut qu'on se débrouille autrement? Non, alors ça dépend de l'âge. Ok. Les grands ne veulent pas. Il y a des cadres, il y a ce qu'on appelle Keitana. Ça veut dire il y a 3 semaines. Donc déjà le Tsaharon, il rajoute les petits sont au Tsaharon, donc ils ont encore 3 semaines d'école. Et pour les grands, il y a aussi des possibilités de faire ce qu'on appelle des centres aérés ou des choses comme ça pour rallonger l'année. Mais les grands, en général, à partir de cinquième, quatrième, ne veulent pas y aller. Ils ne veulent pas se lever tôt le matin. Ils ne veulent pas, c'est trop bébé pour eux. En général, il y a une petite, comme ça, période un petit peu difficile, 14-15 ans. À partir de 16 ans, on peut travailler en Israël. Donc, en général, ils travaillent tous les jeunes. Voilà. D'accord, bah ça c'est bien parce qu'elles auront 16 ans. Question de Monsieur Zermati, c'est à vous.
Bonsoir, je voulais savoir en fait sur le choix entre une école dati ou laïque. Oui. Déjà si dans les écoles religieuses, on va dire soft, donc est-ce que il y a des classes mixtes ou c'est systématiquement séparé? Non, non, c'est mixte. Dans le religieux light, c'est mixte. Ça veut dire l'école est mixte. C'est possible qu'il y ait des classes séparées, mais c'est rare. Mais l'école est mixte. D'accord. Et après, au niveau du choix, donc j'ai vu les restrictions, enfin les tenues vestimentaires, voilà, c'était des restrictions légères. Donc si par exemple il y a une petite fille qui met des pantalons, est-ce qu'elle va être En aussi général, dans jugée le dans light, ce je type crois, je crois que jusqu'au CP, CE1, je crois jusqu'au CE2, ils ont le droit de mettre des pantalons, des choses comme ça, jusqu'aux petites classes. Au D'accord, GAN, c'est parce qu'en fait, sûr, et je crois aussi au ouais. CP, CE1, ils ont le droit encore. Donc, en gros, la mouvance un petit peu plus moderne orthodoxe peut être représentée dans ce type d'école aussi, où on a voilà un C'est type un petit peu, vestimentaire un petit peu c'est un plus petit peu light, comme mais les, une éducation religieuse. ouais, c'est un petit peu comme les écoles juives en France. Vous avez des Ah, écoles comme l'Alliance et vous avez des écoles Lubavitch, etc. Donc c'est un petit peu la même ouais, bah, différence. c'était ma question. Moi, elles ont fait leurs études, enfin leur école jusqu'à présent dans des écoles Lubavitch. Elles se retrouveront plus dans le Dati Torani, Pareil, Torani. ouais. voilà. Ouais, parce que après l'uniforme, tout ça, elles le portent, mais elles sont pas attachées à ça. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai qu'elles restent nude quand même. Mm. Alors, deux dernières questions, sauf vraiment s'il y a une urgence. Alors, d'abord, Madame Océane Véno et ensuite Benjamin Benoliel. Oui, moi, du coup, j'ai deux questions en une. Pour Allez-y. le GAN, donc pour la maternelle, je voulais savoir, est-ce que ils gardent quand même un peu de français ou pas du tout, ils se lancent tout de suite dans l'hébreu? Ça, c'était ma première question. Oh, les GAN est en hébreu. D'accord. Donc, Les on GAN peut est en garder le hébreu. français à la maison Faut et avoir. garder, c'est très important de garder le français. Si quelqu'un vous dit de ne pas parler français, vous l'écoutez pas, vous l'envoyez balader. Vous faites un cadeau D'accord. à vos enfants si vous gardez le français. Apprenez-leur à lire, à écrire, apprenez-leur, racontez-leur des histoires, montrez-leur des films. C'est très important de garder un bon français. Vous leur ferez un grand cadeau. À la fin, ils sauront l'hébreu mieux que vous. Ouais. D'accord. Ma deuxième question, c'était est-ce que les horaires sont les mêmes que la primaire ou est-ce que vu qu'ils sont plus petits, c'est aménagé? Comment ça se passe? Non, légal, c'est aussi jusqu'à 14 heures, avec le tsahara D'accord. jusqu'à 17 heures. Et en général, ils font en sorte d'avoir une école qui est pas très loin de la maison, c'est ça? Voilà. D'accord. Merci, Monsieur c'était tout. Benoliel. Oui, merci. Alors, désolé, j'ai plusieurs questions, mais ça va être très rapide, je vous assure. Merci déjà, c'est très clair. Sur l'Ulpan, vous parliez des 6 heures par semaine. Est-ce que c'est pendant les cours? C'est Oui, après bonne pour question. l'adaptation? C'est pendant les cours? On les sort des cours où il y a beaucoup d'hébreu. On les sort pas de maths, on les sort pas des matières à spirale, on les sort pas ni de maths, ni d'anglais, ni du sport, ni art, musique, tout ça. On les laisse en classe, juste des matières où il y a beaucoup d'hébreu. Ok, merci beaucoup. Deuxième question, est-ce qu'il y a une période pour, enfin, on va dire plus favorable pour l'ALIA, pour favoriser l'adaptation des enfants? Est-ce que, par exemple, juillet pour septembre, août pour septembre, ou vous conseillez Non, plus tôt encore? à mon avis, entre juillet et août, il n'y a pas de différence. Merci. Dernière, promis. Combien de temps à l'avance on doit faire les inscriptions et est-ce que tout peut se faire à distance? Non. Vous devez d'abord arriver en Israël, avoir une quittance de loyer, un numéro d'identité. On ne peut pas s'inscrire à l'avance. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours de la place. On est un pays à ça, Léon, il faut que tu mettes dans tes statistiques aussi la démographie. Vous savez, il y a des villes où chaque semaine, il y a une classe qui est née. Alors, on rajoute des classes et des écoles sans arrêt. Il n'y a pas de problème de place. Mhm. Merci. Super. Oui, c'est vrai, tu as raison, Karine. Il y a des spécialités qu'on appelle des futuristes, c'est-à-dire qui prévoient, et au niveau de la démographie dans tous les pays, a priori, Israël, ça va être, c'est déjà le pays qui va croître le plus. La plupart des autres, incluant l'Inde, incluant la Chine, vont au contraire se réduire. Une dernière question du chat, Karine, et après on te libère. Est-ce qu'il y a des tsaron dans toutes les écoles?
Public, oui. Dans toutes les D'accord, écoles publiques d'État, il y a Tsaharon pour les petits. très bien. Eh bien, Moi, j'ai Karine, une toute dernière question, oui, très Olivier. rapide. Karine, vous pouvez nous laisser vos coordonnées si on a vraiment des questions plus Oui, je vais spécifiques? vous les mettre dans la Je, présentation, il n'y a pas de problème. Voilà, Génial, je vais vous merci. envoyer, donc voilà, à tous, je vais vous envoyer dans quelques jours un email avec la vidéo de l'enregistrement, avec ce que j'ai présenté et avec ce qu'a présenté Karine, et bien sûr avec son numéro de téléphone. Faites-en bon usage. Je vous ai mis sur le chat les programmes si vous souhaitez vous inscrire, c'est important, comme ça on reste en contact. Karine, je tiens à énormément te remercier, toujours parfaite, précise. Merci. Et puis, Mayan, à bientôt et à tous, un bon Merci. fin de Bonne semaine. chance à tout le monde. Merci à tous. Merci, c'était Et très on se voit clair à et Paris. très On se intéressant. voit en Merci France. Karine. Et petit message pour Léon, on se voit bien vendredi, je me suis inscrit et je suis déjà inscrit pour un bon départ. Ah ben très bien. Waouh, J'ai super. fait mes devoirs Ok, de tout à l'heure. parfait. À bientôt. Au À revoir. À bientôt. bientôt.